Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit exercice pour s'entraîner à lire à voix haute. Et en l'occurrence, on va faire ressortir les allitérations, faire résonner les consonnes. Je vous rappelle que, confinement ou pas, vous passez le bac à l'oral, normalement, si tout se passe bien. Et la lecture compte pour 2 points de votre explication orale. Donc ce serait dommage de se priver de quelque chose qui peut être gagné assez facilement. Donc on va revenir sur l'oral pendant les 2 mois qui nous restent. L'oral qui est important puisque vous savez que vous allez avoir un grand oral également en fin de terminale. Donc on va commencer par quelque chose pour démarrer, pour reprendre d'assez simple, la lecture à voix haute avec aujourd'hui un texte de Victor Hugo que nous allons commencer à étudier, les Contemplations, livre 1, et c'est le début du poème Suite, qui est la suite justement du poème 7, Réponse à une accusation. Alors ces 2 poèmes, écrits à quelques mois d'intervalle, ont été écrits en 1834. On est 4 ans après la bataille d'Hernani. Hernani, c'est un drame, comme Ruy Blas, hein, qu'on a un petit peu étudié dans la séquence sur le théâtre. Et à propos de ce drame, il y a eu toute une polémique qui opposait les romantiques unis autour de Victor Hugo aux classiques qui refusent les règles, enfin qu'on déroge aux règles du classicisme et notamment qu'on fasse un mélange des registres, puisque ce qui caractérise justement le drame, comme on l'avait évoqué, c'était le mélange du registre comique et du registre tragique. Donc Victor Hugo, en romantique, entend renouveler la langue, souhaite une sorte de révolution linguistique et littéraire, et c'est ce qu'il va évoquer dans le poème Réponse à une accusation, justement en réponse à ses détracteurs qui lui reprochent de ne pas respecter les règles classiques de notamment la versification, mais aussi du théâtre. Donc, le texte qu'on va voir et la deuxième partie, c'est le tout début du poème intitulé Suite, poème numéro 8 du livre 1. Alors, petit rappel, la posture. Je vous avais donné, si vous vous souvenez, une vidéo, on l'avait regardée ensemble en AP, il me semble, sur la posture, la gestuelle, l'occupation de l'espace. Une vidéo faite par l'IUT de Rouen qui prenait le temps d'expliquer un petit peu tout ce qui est important pour parler en public et donc évidemment pour la lecture à voix haute. Donc je vous ai mis le lien, je vous le remets dans le descriptif et je vous incite à aller revoir cette vidéo parce qu'elle est importante à mon avis pour vous aider à préparer l'oral. Ce que vous dites est important, mais la façon dont vous le dites, la façon dont vous l'énoncez, la posture que vous adoptez, donc l'attitude que vous renvoyez, aura autant d'importance que votre exposé lui-même. Donc il est vraiment important de travailler là-dessus et d'avoir suffisamment d'assurance, de maintien pour convaincre votre interlocuteur. Et ça passe d'abord par la posture. Là, c'est une image pour le chant, mais c'est exactement la même chose. C'est ce qui est redit dans la vidéo dont vous avez le lien. Tout d'abord, on doit être aligné, hein. Le corps doit être aligné, les jambes écartées à la largeur des hanches, les pieds bien posés par terre. À l'oral de français, vous serez assis. Au grand oral, il y a une partie debout et c'est fait exprès. Donc on est bien planté sur ces pieds parallèles qui sont à la largeur des hanches. On a les épaules basses. On a comme un petit fil qui part du sommet de la tête, vous voyez ici, hein, et qui fait que vous avez légèrement rentré le menton et vous allez être bien droit pour pouvoir bien faire résonner le texte, hein, parce que votre voix a besoin
pour pouvoir sortir de façon fluide, que votre corps soit bien aligné. Hein, votre corps, c'est un peu la caisse de résonance de votre instrument. Et si vous êtes avachi, si vous êtes tout contracté, eh bien, ça va sortir beaucoup moins bien. Donc, il faut travailler là-dessus. Regardez la vidéo, s'il vous plaît, et entraînez-vous à le faire. Donc, voici l'extrait. Et j'ai mis en rouge, en couleur, en jaune, voilà, les consonnes qui me semblent revenir assez régulièrement dans le texte. Donc, quand elles sont très rapprochées, vous voyez ici, vous avez 1, 2, 3, 4 R. Il aurait fallu que je mette le T d'une autre couleur. Évidemment, on a ce qu'on appelle une allitération, c'est-à-dire la répétition d'une même consonne. Et en poésie, je vous le rappelle, on a vu les images dans la précédente vidéo, les images poétiques, mais ce qui fait la spécificité de la poésie, c'est aussi les sonorités. La poésie est proche de la musique, et donc on va avoir des points communs avec la musique, à savoir l'importance du rythme. Ici, on a des alexandrins et Victor Hugo est connu pour avoir un petit peu modifié le rythme de l'alexandrin, éviter d'avoir une césure à l'hémistiche, c'est-à-dire la moitié du vers qui fasse 6-6, mais il peut faire aussi du 4-4-4, et ça, c'est ce qu'on appelle l'alexandrin romantique, qui renouvelle un petit peu le rythme de ce vers très classique en soi. Et donc, il y a le rythme, mais il y a aussi les sonorités. Dans les sonorités, on va avoir les sons voyelles. La répétition d'un son voyelle, c'est une assonance. La répétition d'un son consonne, c'est une allitération. Donc, je vous propose de vous entraîner à lire ce texte en faisant résonner, en insistant sur les consonnes et donc en faisant ressortir les allitérations. Qu'est-ce que vous avez comme allitération? Vous voyez que vous avez beaucoup de R, vous avez plusieurs sons que et quelques vers avec la répétition du son T, ok? Et également quelques F, ils sont plus épars, mais comme ils sont à des places un peu stratégiques, vous voyez, en début de vers, frémit, face, formule, et avec ce terme très romantique de gouffre, hein, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est important avec cette allitération en F. Alors, il y en a sûrement d'autres, des allitérations en L que je n'ai pas soulignées. Mais voilà, je vous engage à lire ce texte en faisant ressortir les consonnes, en prenant votre temps. Ne vous pressez pas. Et évidemment, pour pouvoir bien lire un texte, il faut aussi le comprendre. Donc, je vais vous lire, donner peut-être quelques explications. Je vais le lire en faisant ressortir les consonnes. En tout cas, je vais essayer. Et je vous demanderai chez vous de faire la même chose. Si vous voulez vous enregistrer et envoyer sur Discord ou sur les ENT, ça va être possible. Votre enregistrement, il n'y a pas de souci. Pour avoir mon avis, je peux vous le donner. Mais je vous encourage vraiment à le faire. Ce n'est pas un exercice très difficile, ça ne va pas vous demander beaucoup de temps. Mais c'est un exercice qui est important parce que le texte littéraire, c'est un texte qui s'entend aussi, surtout en poésie. Donc, si on le lit, on peut percevoir des choses qu'on n'avait pas forcément perçues à l'écrit. Et puis, bon, ça peut vous faire gagner des points à l'oral. Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant. La main du songeur vibre et tremble en l'écrivant. La plume, qui, d'une aile allongée l'envergure, frémit sur le papier quand sort cette figure. Le mot, le terme, type, on ne sait d'où venu, face de l'invisible, aspect de l'inconnu, créé par qui, forgé par qui, jaillit de l'ombre, montant et descendant dans notre tête sombre, trouvant toujours le sens comme l'eau le niveau, formule des lueurs flottantes de ce cerveau. Oui, vous tous,
Comprenez que les mots sont des choses, ils roulent pêle-mêle au gouffre obscur des proses, où font gronder les vers orageuses forêts. Du sphinx esprit humain, le mot c'est le secret. Voilà, je me rends compte en lisant que, vous voyez, il y a encore un F ici, et montant et descendant dans notre tête sombre, on a évidemment des allitérations en T, vous pouvez vous les souligner pour mieux les entendre, pour mieux les faire ressortir. Donc, un texte juste pour donner le sens général, un texte qui s'intéresse à ce qui est le mot. Victor Hugo essaie de renouveler le vocabulaire. Quand on fera une explication linéaire du poème précédent, on parlera de tout cela, de tout ce que Victor Hugo entend renouveler dans le vocabulaire. Et il en fait une entité vivante. C'est un être vivant. C'est pas une chose morte sur le papier, ça doit être vivant. Et du coup, vous avez de nombreuses images poétiques, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, qui essaient de donner une vision originale de ce qu'est le mot. On est au 19e siècle, on écrit à la plume, et évidemment, il y a... Bon, je ne vais pas faire une explication du texte, hein, mais quand on commence à rentrer dans le détail, on voit tout ce que Victor Hugo a voulu mettre dessus, toutes les images, toutes les métaphores filées, etc. Donc, le mot type on ne sait d'où venu, face de l'invisible, aspect de l'inconnu. Le mot, c'est ce qui sort et qui va matérialiser la pensée, quelque chose qui était en nous, qui était dans notre esprit, qu'on ne voyait pas et qui va se manifester à travers le mot. Donc, jaillit de l'ombre de notre tête sombre. Tout ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Le mot, il sort de notre tête, de quelque chose qui n'était pas encore pas forcément conscient, parce on peut penser dans sa tête, être conscient de ce qu'on pense, mais en tout cas, ça n'était pas manifesté aux autres. Donc il y a quelque chose de très particulier dans l'avenue du langage, qui est une particularité de l'être humain, hein, de produire des mots, de produire du sens, donc de faire advenir quelque chose de la pensée. Voilà, donc ce sont des choses. Et vous avez, alors je souligne les images puisque j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, il roule pêle-mêle au gouffre obscur des proses. On a l'impression ici avec ces allitérations en R et puis un L aussi, ce sont des liquides, les L, donc qui évoquent très souvent l'eau, qu'on a un ruisseau de mots, un torrent même, hein, avec le gouffre, tout ça pour la prose. La prose, c'est ce qui n'est pas de la poésie où font gronder le ver orageuse forêt. Et là, une autre image. euh, le ver est une orageuse forêt qui gronde. Pourquoi le ver est-il comparé à une forêt? Je ne sais pas. Je vous laisse réfléchir à tout cela. Et en tout cas, vous voyez qu'on a un bel extrait de Victor Hugo. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est assez grandiloquent quand même, Victor Hugo. Il y a beaucoup d'ampleur, mais du coup, ça peut donner un certain plaisir à lire ces vers assez majestueux, assez vifs, assez impressionnants, qui ont souvent un sens de la formule. Le mot est un être vivant. Voilà, je vous laisse vous entraîner. Faites ressortir les allitérations. Entraînez-vous. Travaillez votre posture pour que fin juin, début juillet, vous soyez prêt à l'oral. Bon travail!